Merci donc d'être là pour cette table ronde du premier festival protestant du livre. Le thème choisi aujourd'hui est la guerre et la paix. La guerre et la paix qui résonne particulièrement cette année, d'une part parce que pour nous protestants, je dis nous protestants parce que nous sommes en grande majorité protestants, à quelques notables exceptions dont on parlera tout à l'heure. Il y a effectivement le 450e anniversaire de la pire guerre civile que nous ayons connue, le 450e anniversaire de la Saint-Barthélemy. C'est une question qui s'est posée dans nos communautés, dans les paroisses, dans les diverses organisations qui structurent notre communauté. Faut-il célébrer la Saint-Barthélemy? C'était le thème de la magnifique prédication du pasteur Christian Bacuet lors de l'Assemblée du désert, il y a presque un mois. Il faut aussi se souvenir que la Saint-Barthélemy fait partie des préludes d'une des plus effroyables guerres qu'ait connue l'Europe, qui est la guerre de 30 ans. 1618-1648 se termine par la paix de Westphalie, si on se souvient bien de ses souvenirs de collège. Que l'on qualifie volontiers de guerre civile européenne et qui est une immense guerre dévastatrice entre puissance catholique et puissance protestante, grosso modo. Parler de la guerre et la paix aujourd'hui, en 2022, c'est évidemment parler du retour de la guerre en Europe, de la guerre dans sa brutalité la plus inquiétante, qui est une nation qui envahit une autre nation afin de conquérir des territoires. Ça n'était pas arrivé depuis 1945. L'Europe a connu d'autres guerres, les guerres coloniales de la France qui se sont achevées en 1962, l'effroyable guerre de l'ex-Yougoslavie, mais qui était une guerre qui nous a effrayés, qui nous a horrifiés, mais qui ne nous a peut-être pas fait peur, comme peut nous faire peur la guerre en Ukraine. Donc on va parler dans ce débat, on va beaucoup parler de cette idée de guerre et de l'absence même de cette idée de guerre pendant longtemps. Car si les plus anciens d'entre nous ont vécu assez près de la Seconde Guerre mondiale, pour un grand nombre d'entre nous, nous n'avons jamais pensé la guerre comme autre chose que des forces projetées de l'armée française quelque part sur un terrain d'action exotique. Penser la guerre aujourd'hui est à la fois une nouveauté et peut-être une question très très neuve pour nous Européens, pour nous Français, car la manière dont on pensait la guerre, par exemple, dans l'entre-deux-guerres, avant la guerre de 39-45, ce n'était certainement pas la façon dont on peut la penser aujourd'hui. Alors je vais d'abord me tourner vers Olivier Abel, et pas uniquement parce qu'il est l'ancien doyen de cet institut de théologie protestante de Paris. Je rappelle ce livre qui vient d'être primé, De l'humiliation, chez cet éditeur au nom magnifique, Les liens qui libèrent. Vous êtes philosophe et théologien, et si je vous pose à vous la question, c'est que vous avez une particularité dans votre parcours humain pour votre génération, c'est que la guerre a toujours fait partie de votre horizon, puisque vous avez fait votre service militaire au Tchad, à un moment où le Tchad était un rien turbulent, et dans vos 40 ans d'enseignement à l'IPT, vous avez régulièrement abordé la guerre, comme philosophe, comme théologien, et vous avez régulièrement fait des cours sur la guerre, et vous étiez un des rares professeurs des universités françaises à essayer de penser la guerre. Alors justement, comment on peut aujourd'hui penser la guerre, et est-ce que la guerre se pense différemment maintenant que Poutine, il y a quelques mois, a essayé d'envahir l'Ukraine? Ça marche, oui. Oui, c'est bon, il marche. C'est une question difficile, hein, parce que je pense que penser la guerre... déjà, par exemple, je pense que la menace atomique pétrifie la pensée. On ne sait pas, ça dépasse nos bornes mentales.
on ne peut pas se le figurer, on ne peut pas ça. Alors il faut essayer pour rendre même la décision crédible, il faut essayer au contraire de la faire redescendre, de dire voilà, c'est dans la stratégie, même dans l'idée qu'il y a encore une sorte de réciprocité possible, mais c'est absurde, ça touche très vite à l'absurde. Donc vous voyez, ça c'est des figures très difficiles à penser, et je pense que ça c'est la raison pour laquelle cette situation de l'Ukraine nous met dans une situation très particulièrement délicate, parce qu'il y a cet horizon-là, si vous voulez, qu'on n'avait pas au moment de la Yougoslavie. Mais je pense, ceci dit, qu'on oublie vite les guerres. On oublie très vite. On était, je pense, au moment de la Yougoslavie, au moment de la guerre du Golfe, au moment chaque fois, on a eu des énormes débats sur la guerre. Ça nous a traversé. Donc, ce que je faisais n'était pas original. Hein. C'était chaque fois, il y avait des contextes dans lesquels ça se proposait, à la réflexion quand même. Et ça se proposait à la réflexion avec toujours cette idée que la démocratie, un des horizons, il y en a plein. Hein. On pourrait prendre par tellement de bouts différents. La guerre, c'est un truc qui touche tous les sujets. Mais un des horizons, c'est l'horizon politique, c'est-à-dire en fait, qu'est-ce que c'est que la guerre pour une démocratie ? Et nous avons tendance un petit peu, nous les démocraties, en quelque sorte, soit on ramène la guerre à une opération d'ordre public, de police, etc., une conception extrêmement, je ne sais pas comment dire, domestique de la guerre, qui sort de la guerre juste comme opération de maintien de l'ordre, sans mesurer les dimensions irrationnelles, les dimensions disproportionnées, les dimensions folles, enfin, les furies. Je pense qu'on rationalise trop la guerre. Soit, d'une certaine manière, pour ne pas le penser, on externalise la guerre, on la confie à des puissances qui nous servent un petit peu de ceinture protectrice, qui, elles, vont être chargées de faire Nous, on est des démocrates en interne, et puis on a besoin d'un Maroc, d'une Turquie, d'une Égypte, de je sais pas trop quoi, toute une ceinture de pays non démocratiques qui, eux, assurent notre sécurité. Donc, d'une certaine manière, on ne se met pas nous-mêmes au contact du meurtre légal, hein, de penser la légalité du meurtre, de tuer et de mourir pour une cause quelconque. Donc je pense que, d'une certaine manière, nos démocraties c'est ça notre difficulté, c'est que la guerre est un peu leur point aveugle. Hein, nous sommes dépensés de la négociation, nous sommes dépensés même d'une conflictualité, mais toujours d'une conflictualité modérée. Et donc, voilà, je pense que c'est le problème, c'est que le politique, quelque part, il y a un moment où il s'origine dans de la violence, il rencontre de la violence, il aussi peut se terminer dans la violence, s'effondrer dans la violence, et que ça, c'est quelque chose que les démocraties ont du mal à penser. C'est pour moi, juste pour rentrer dans un débat, hein, mais il y en aurait d'autres débats, il y aurait des débats plus théologiques. Je peux faire une deuxième entrée, par exemple ? Une deuxième entrée, rapide, avant qu'on revienne sur cette entrée politique. Cette entrée politique, je la crois très importante. Une deuxième entrée, c'est que Georges Bataille, mais d'autres de son époque, de son genre de pensée, disaient que finalement, nous sommes dans une société d'accumulation et que les sociétés traditionnelles savaient dépenser au fur et à mesure qu'elles accumulaient, qu'elles savaient dépenser les excédents démographiques, excédents économiques, etc. Mais qu'à partir du moment, j'ai ça exprès parce que nous sommes devant une assemblée de protestants, à partir du moment où, en régime de pensée moderne protestante, il n'y a pas de dépenses inutiles, donc dès qu'il y a des excédents, on les réinvestit et qu'on rentre dans des logiques de croissance infinie. Et que cette logique de croissance infinie, il y a des moments où soudain, elle bascule. Cette logique hyper rationnelle peut basculer dans une irrationalité totale qui est la destruction totale. Parce que finalement, il n'y a pas de croissance infinie. Il rencontre toujours une limite. Et que donc, les grandes guerres récentes du XXe siècle sont des guerres qui sont dues au fait que nous sommes dans des sociétés d'accumulation infinie, et d'accumulation à tout point de vue, démographique, économique, etc. Donc là, il y a une petite critique d'une certaine théologie protestante telle que Max Weber l'avait vue, et je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que nous faisons, nous, protestants, de la notion de dépense ? C'est-à-dire aussi tout ce qui est pour rien, tout ce qui est... voilà. C'est une question théologique importante. Mais parce que la guerre, en fait, c'est pas pour rien. Et il est vraisemblable aussi que ce qui nous horrifie le plus dans ce qui est
advenu à l'Ukraine, c'est que en quelques années, l'Ukraine était devenue peu à peu un pays comme nous. C'était une démocratie avec un président sympathique et pittoresque qui avait été un artiste de variété. Enfin, toutes sortes de choses qui nous semblaient être une extrême proximité avec ce que nous sommes. C'est-à-dire que pendant longtemps, les guerres nous horrifiaient, mais au moment de la Yougoslavie, par exemple, il y avait cette analyse qui était faite perpétuellement dans la presse, qui était, ce sont des sociétés qui n'ont aucune culture démocratique, qui n'ont aucun rapport démocratique à l'autre, puisque c'était l'Empire des Habsbourg, puis grosso modo les dictatures communistes. Donc, c'était pas des gens comme nous. Soudain, ce qui se passe avec l'Ukraine, c'est que la guerre ressurgit avec un pays, entre guillemets, comme nous. Est-ce que c'est de là que vient ce vertige qui serait un peu plus grand qu'un de ces vertiges périodiques que vous évoquiez à propos des divers événements guerriers de ces dernières décennies? Je ne voudrais pas... Ça marche? Ça s'est arrêté. Oups. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, hein, parce que... Mais oui, certainement. On se sent concerné parce que c'est pas la guerre qui se passe chez les sauvages en Syrie ou je sais pas trop où, etc. Parce que moi, j'ai habité longtemps, donc j'étais au Tchad, j'ai enseigné longtemps en Turquie, etc. Pour moi, c'est pas des sauvages, si vous voulez. C'est nous, c'est pareil. Hein, donc il faut... Et donc, et même, j'ai envie de dire, voilà, ça fait partie aussi un peu d'un partage du monde dans lequel... pourquoi est-ce que nous pouvons être démocrates, si je peux dire? C'est pas seulement... c'est pour ça que j'insiste sur cette dimension. Voilà, nous, démocrates, nous avons besoin quand même de sociétés qui nous protègent. Voilà, c'est ça. Et de sociétés capables, elles, de faire la guerre, capables de cette violence. Mais ça, c'est encore une logique stratégique. Je pense que la guerre, il y a un moment où elle n'est pas stratégique. Elle est... et c'est là que ça rencontre ce que j'ai travaillé dans ce livre sur l'humiliation, ça rencontre des furies de la destruction. Et là, c'est une autre dimension proprement qui a à voir avec ce que j'appelais la dépense tout à l'heure. La dépense, ça peut être une dépense généreuse, une dépense pour la vie. La dépense, ça peut être aussi la furie de la destruction. Et je pense que nous ne tenons pas assez compte de cette capacité qu'ont les hommes de faire leur propre malheur. D'aller loin dans l'autodestruction. Pierre Bayle disait, c'est un auteur que j'affectionne, il disait « L'homme préfère se faire du mal pourvu d'en faire à son ennemi, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son ennemi. » Et là, c'est la fin de la rationalité de nos démocraties, et c'est un constat extrêmement lucide, si vous voulez. C'est ça qui m'inquiète. Je vais me tourner vers Christian Macarian. Votre dernier ouvrage s'appelle Généalogie les catastrophes, retrouver la sagesse face à l'imprévisible, au CERF. Vous êtes journaliste, vous avez commencé à RTL, vous avez été une quinzaine d'années au Point, vous avez été une vingtaine d'années à l'Express, vous êtes de retour depuis quelques années au Point. On vous entend aussi sur les ondes de radio classique et de diverses télévisions qui vont vous demander tout à l'heure de nous quitter avant la fin de cette table ronde. Christian, à l'instant, Olivier parlait de la furie de destruction. Est-ce que du point de vue du journaliste qui essaie de rationaliser depuis quelques décennies les guerres, les conflits, les guerres civiles, les massacres à la surface du globe, et d'essayer de leur donner une vision rationnelle, de dire c'est de la géopolitique, c'est un tel qui avance ses pions dans le Moyen-Orient, c'est un tel qui veut augmenter son influence par rapport à la Chine. Est-ce que c'est une bonne clé de lecture aussi, cette furie de destruction? Oui, c'est une très bonne clé de lecture, cher Bertrand, parce qu'en matière de guerre, il semble qu'il n'y ait pas d'effet de cliquet, c'est-à-dire effet qui empêche de revenir en arrière. Vous savez ce que c'est un effet de cliquet? La roue tourne, mais elle ne peut pas revenir en arrière. Sous les yeux de l'opinion publique, en ce moment, aujourd'hui encore, cet après-midi, puisqu'on vient de découvrir que 2 dizaines au moins de civils ont été tués, chacun d'une balle dans la tête en Ukraine, par l'armée russe, ça va sans dire. Sous nos yeux, nous avons tous les jours la démonstration qu'il n'y a pas d'effet de cliquet.
en matière de guerre, on peut revenir en arrière. Et ce qui nous dérange dans cette affaire fondamentalement, c'est que ça remet en cause tous les fondamentaux sur lesquels nos sociétés reposent. Monsieur Poutine, pour ne pas le nommer, a décidé de faire sauter la baraque. Je m'entends. Nous avions la conviction qu'en Europe, nous étions pas d'accord entre nous, il y avait beaucoup de bisbilles, on se moque beaucoup de la bureaucratie bruxelloise, etc. Mais nous avions au moins une conviction, c'est qu'il y a une chose qui nous unissait, c'était la paix. Le thème de l'exposé, c'est bien la guerre et la paix. Cette conviction, aujourd'hui, fond comme de la neige au soleil. L'Europe n'est plus nécessairement la paix. Dans sa partie centrale, qui n'est pas nécessairement orientale, il y a eu l'alerte de la Yougoslavie, mais qui était spécifique parce qu'elle était circonscrite, spécifique. Celle-ci est beaucoup moins circonscrite, et pour tout dire, elle ne l'est pas. Elle ne cesse de s'étendre. Donc, première conclusion, nous pensions que nous avions bâti la paix pour des générations. Apparemment, ce n'est pas vrai. Deuxième considération, ici en Europe occidentale, nous avions aboli ces idéologies. Nous vivons dans des systèmes largement idéologiques, d'où la prolifération d'une série de sous-produits culturels ou intellectuels, le développement personnel et des choses de ce type-là, que je tiens personnellement en horreur, sont des remplaçants mercantiles, marchandisés des idéologies d'autrefois. Donc nous étions très fiers d'avoir aboli les idéologies. Au fond, l'Europe, c'est le cimetière de l'idéologie totalitaire de gauche, le communisme, et de l'idéologie totalitaire de droite, le nazisme. Seul le pauvre christianisme surnagé au milieu, avec pour seule idéologie l'humanisme. Mais bon, les partis de démocratie chrétienne ont assez clairement fait leur temps aussi dans toute l'Europe. Bon, il y a une disparition des idéologies qui était pour nous, de la même façon que pour la paix, un point de certitude. Ce qui se passe sous nos yeux, c'est le retour d'une idéologie. J'appelle idéologie ce nationalisme pour lequel on est capable de tuer, de faire tuer, voire de mourir. Et je mets le fait de mourir en dernier parce qu'à mon avis, il y a de moins en moins de soldats russes qui sont prêts à mourir. En revanche, apparemment, ils sont prêts à tuer. C'est ce qui se passe. Donc cet ensauvagement, pour aller dans le sens de la question de Bertrand, qui remonte aux pires heures de 14-18, a encore une actualité. Et c'est bien ça le fait frappant. Troisième élément, et je m'arrêterai après parce que je peux faire ça pendant 3 heures. Donc j'arrête. Troisième élément, le fait militaire. Nous avons aboli le service militaire, n'est-ce pas? Olivier, vous l'avez fait. Moi, je l'ai fait. Vous avez le premier président de la République française qui ne l'a pas fait. Il s'appelle Emmanuel Macron. Il ne l'a pas fait parce que c'est un tir au flanc. Il l'a pas fait parce que c'était aboli dans sa génération. Mais François Hollande l'a fait, Sarkozy l'a fait, tous les prédécesseurs l'ont fait. C'est d'ailleurs, ça explique une partie des incompréhensions, à mon avis, d'Emmanuel Macron avec les généraux. Vous savez, il avait eu pas mal de soucis avec tout ça. C'est pas un monde qui comprend très très bien le monde militaire. Mais je referme, je suis pas là pour polémiquer cette parenthèse. Je constate simplement que nous avions la paix, plus de guerre, plus d'idéologie et plus d'armée, pour faire court. Du reste, avec 220 blindés, face aux milliers de blindés de l'armée russe, nous sommes absolument dépourvus de moyens conventionnels. Ce n'est pas par hasard que M. Poutine manie la menace nucléaire. Ce n'est pas uniquement pour nous faire peur, c'est parce qu'il sait qu'entre le conventionnel que nous n'avons pas et le nucléaire, il y a un trou béant. Donc il s'en empare. Nous avons 220 chars, l'Allemagne en a 200, le Royaume-Uni à peu près 230. À nous trois, nous avons les 3 nations les plus prospères d'Europe. Nous avons environ 20% du potentiel militaire blindé de la Russie. Enfin, ce qu'il en reste. Oui, ce qu'il en reste. Oui, mais quand même. Quand même.
On ne pourrait pas. Si on voulait les tacler, on ne pourrait pas. Nous voici donc dans une situation historiquement tout à fait nouvelle. Nos valeurs, nos principes admirables, nous ne sommes pas en état de les faire triompher par la force, ou de les imposer, ou de même, tout simplement, c'est plus intéressant, les défendre. Si nous voulons défendre les revendications légitimes du peuple ukrainien, nous ne pouvons pas le faire. Je ne dis pas qu'on va attaquer, je dis défendre. C'est donc aux États-Unis que revient cette tâche. Et ça remet l'Europe dans un lien de vassalité complet. Il faut tout repenser différemment. Donc cette affaire que nous vivons nous oblige à réfléchir à la question de la guerre et de la paix de façon extrêmement concrète et pas seulement théorique. Est-ce que l'humanité, est-ce qu'une nation moderne peut vivre sans armée? Jusqu'ici, j'aurais dit facilement oui. Est-ce que depuis 6 mois, je peux dire ça aussi facilement? Je ne crois pas que je puisse le dire. Ce n'est pas honnête. Il faut, hélas, réfléchir. Alors, je ne vais pas parler davantage, par respect pour mes camarades autour de la table, mais honnêtement, je vous invite à réfléchir à tout ce que représente le conflit actuel de l'Ukraine en termes de remise en cause. Et ce, dans une indolence incroyable. Qu'est-ce qui nous agace dans l'Ukraine? C'est la hausse du prix de la baguette de pain, de toutes les denrées alimentaires et bien entendu des carburants. Mais croyez-moi, ça ne va pas s'en tenir à cet effet-là. Et quelque part, mais personnellement, ça me dérange qu'on aborde un conflit aussi fondamental que celui de l'Ukraine à travers la courbe de l'inflation dans les pays occidentaux. Ça mérite quand même un peu plus d'intérêt que cela. Et je pense qu'on va devoir repenser tout cela, la guerre et la paix, de façon vraiment très, très profonde. Juste une petite chose, Christian, que vous avez dit comme ça en passant. Oui. Il faut quand même admettre que nous autres journalistes, puisque c'est aussi mon métier, toute cette impensée de la guerre, nous en étions non seulement coupables, nous en étions les agents, avec cette fameuse phrase dont on ne sait même plus qui l'a écrite, mais on sait que tout le monde l'a répétée, qui est qu'une guerre conventionnelle en Europe n'est plus possible, que la guerre en Europe n'est plus possible, que on a vécu pendant quelques décennies, y compris pendant la guerre de Yougoslavie, sur cette idée que plus jamais ne surviendrait tout ça. C'est tout à fait exact, et nous avons diffusé cette idée. En particulier, c'est une idée qui a fait florès à gauche. Construisons des lycées, plus des casernes. Oui. On l'a fait. Oui. Mais aujourd'hui, il faut quand même réfléchir à tout ce que ça entraîne comme effet. Parce que derrière la Russie, il y a bel et bien, c'est ça qui me dérange le plus, et je vous laisserai sur cette pensée, il y a bel et bien tout un pan de l'humanité qui n'aime pas ce que nous sommes, qui n'aime pas ce que nous avons construit comme civilisation. Je vais vous donner un seul chiffre. En 2010, 60% des 193 États du monde se rattachaient peu ou prou, j'ai bien dit peu ou prou, à un système démocratique ou une forme de démocratisation en cours. 60%. En 2022, 40% des États, des 193 États inscrits à l'ONU, se rattachent à un système démocratique ou approchant. Ça veut dire que l'idée démocratique est perçue comme culturellement entachée d'occidentalisme. Et quand M. Poutine, hier, proclame la croisade et pourfend l'Occident, ce qui paraît abstrait au fond, il sait très bien ce qu'il fait. Et en Afrique, on ne comprend pas cette guerre de blancs. En Asie, on ne comprend pas cette guerre de nantis contre des gens qui veulent essayer de défendre leur précaré. Je vous assure
qu'il y a une incompréhension du monde qui est en train de s'installer et qui fait de nous, les Occidentaux, un véritable isolat au cœur du monde. Nous ne sommes plus le phare du monde et les valeurs universelles et la fin de l'histoire de Fukuyama, etc. Nous sommes aujourd'hui, honnêtement, en position d'accusé. Merci. Jérémy Foix, vous avez donc écrit Tous ceux qui tombent, visage du massacre de la Saint-Barthélemy aux éditions La Découverte. On en a parlé tout à l'heure. Beaucoup d'entre nous dans la salle l'ont lu ou ont lu des recensions de ce livre qui remet en cause une idée qui était somme toute confortable, je pense, pour tous les Français, protestants comme catholiques, qu'il y avait eu une espèce de complot quelque part dans le palais du Louvre pour se débarrasser des nobles protestants et du parti protestant, et que, comme ça, au passage, on avait massacré quelques milliers de protestants. En fait, votre livre, alors on parlait de votre travail sur les archives, votre travail exceptionnel prouve que, en fait, c'est un massacre des voisins par les voisins, y compris des cousins par les cousins, des beaux-frères par les beaux-frères et des belles-sœurs par les belles-sœurs. C'est un massacre à l'intérieur des rues, c'est un massacre intime, un massacre de voisinage. Alors, tout à l'heure, on parlait Olivier évoquait cette furie de destruction. Là, Christian parlait de cette capacité de haine de l'autre et de ce que nous sommes. La Saint-Barthélemy n'est pas un acte de guerre étrangère, c'est de la guerre civile. Est-ce que ça doit rentrer aussi dans notre réflexion de se dire que, tant qu'à faire, puisque la guerre étrangère est de nouveau possible en Europe, est-ce que la guerre civile est de nouveau possible? Est-ce que on peut imaginer de la Saint-Barthélemy d'aujourd'hui? Bon, alors les historiens sont vraiment des très mauvais prophètes. Donc, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain. Je peux vous dire que mon travail sur le massacre de la Saint-Barthélemy, il s'origine dans un événement traumatique pour moi et pour nous tous, qui est le Bataclan. Et le Bataclan, l'image que moi j'en ai, je suis un historien des guerres de religion. Je ne sais pas si vous avez cette image du XVIe siècle du massacre de Vassy en tête. Le massacre de Vassy, mars 1562, c'est des protestants qui sont dans un temple, des hommes, des femmes, des enfants, qui sont en train de prier et qui sont surpris par des soldats extérieurs. Ces soldats extérieurs, qui sont des soldats du duc de Guise, qui rentrent dans ce qui n'est pas un temple, ce qui est une grange, et qui tuent 80 personnes. Et cette image, pour moi, quand j'ai, comme vous, vu le Bataclan à la télévision, moi j'ai vu Vassy. Ceci me permet de vous répondre, sans vous répondre, que on va repenser le passé toujours en fonction des traumatismes qu'on vit, et que oui, l'Ukraine nous pousse à réfléchir et à retourner vers le passé. Oui, le terrorisme, la possibilité de mourir dans la rue, de mourir à la terrasse d'un café à Paris au XXIe siècle, eh bien tout ceci nous pousse à repenser la guerre, et notamment à repenser la guerre civile. Cette guerre civile, j'allais dire, c'est peut-être la pire des guerres. Je ne sais pas si on peut hiérarchiser les guerres, mais les guerres civiles ont... Montaigne dit ceci: les guerres civiles ont ceci de pire que les autres, qu'elles nous mettent, chacun d'entre nous, en sentinelle dans notre propre pays. Nous mettre en sentinelle, c'est nous mettre dans cet état d'hypervigilance où le voisin, le passant, le boulanger, la femme, le fils peuvent vous trahir. Alors on parlait aussi tout à l'heure de furie destructrice, et tout ceci est lié notamment à la question de la guerre civile. Dans les guerres de religion que j'étudie, le massacre de la Saint-Barthélemy ou les massacres qui ont lieu auparavant, il
n'y a pas seulement une mise à mort des protestants. On ne se contente pas de tuer les protestants. Il y a un au-delà de la mort. Il y a vraiment, sur les corps des protestants, sur le visage des protestants, une furie destructrice. C'est assez facile de tuer quelqu'un. Dans les massacres des guerres de religion, on va au-delà. On arrache les yeux, on arrache les langues, on éviscère, on émascule, on énuclée. Il s'agit donc de dire quelque chose qui va au-delà de la mort, dans une furie qui précisément concerne le fait de vivre les uns avec les autres. Pourquoi est-ce que les violences des guerres civiles sont particulièrement terribles? Parce que celui qu'on tue nous ressemble terriblement. Et la violence, c'est précisément une des façons de faire enfin cesser cette ressemblance. Pourquoi est-ce que dans les massacres des guerres de religion, on massacre les visages des protestants pour qu'enfin cesse cette impossible similarité? Ce qui angoisse fondamentalement les catholiques fanatiques du XVIe siècle, c'est que rien ne ressemble autant à un protestant qu'un catholique. C'est l'angoisse de l'invisibilité. Eh bien, la violence et la furie destructrice, c'est aussi ça. C'est aussi faire enfin apparaître sur le visage de l'autre une différence qu'on ne trouvait pas au quotidien. Je pense que tout ceci, voilà, il ne s'agit pas de dire que des Saint-Barthélemy vont se reproduire. Je pense que c'est possible, mais voilà, je pense que les historiens sont très mal placés pour le dire. Je pense qu'en tout cas, la leçon du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est pour le moins une leçon de vigilance. De vigilance. Surtout que les micro-persécutions des minorités au quotidien. La Saint-Barthélemy, on l'a dit, c'est pas tombé du ciel. Un jour, Catherine de Médicis ou Charles IX auraient décidé de tuer 3000 protestants à Paris et 10 000 protestants en France. Ça se passe pas comme ça, un massacre. Un massacre, ça se prépare. Il n'y a pas eu de complot, il n'y a pas eu de préméditation du massacre. Personne ne savait qu'il y aurait un massacre. En revanche, les hommes qui ont passé leurs voisins protestants par le fil de l'épée, ça fait des années qu'ils se préparent. Et ils se préparent, et ils sont préparés, notamment par leurs curés, par tous les prédicateurs de haine qui leur apprennent que la différence est insoutenable. La différence est intenable, qu'on ne peut pas vivre dans un pays avec un voisin qui est différent. Bon ben voilà, vous voyez que quand je le présente comme ça, on peut tracer des parallèles, il me semble, très nets avec la situation de notre pays aujourd'hui et d'autres démocraties contemporaines, dans lesquelles nous avons des prédicateurs de haine, des prêcheurs de haine, qui nous disent qu'il est impossible de vivre avec quelqu'un qui ne mange pas comme nous. Il est impossible de vivre avec quelqu'un qui ne s'habille pas comme nous. Et ces petits discours, ils ont l'air de rien. Ces micro-persécutions, finalement, personne n'en meurt. Eh bien, moi, je pense que la leçon du massacre de la Saint-Barthélemy, c'est si on en meurt, en fait. On en meurt lentement, mais on en meurt sûrement. Jérémy Foy, on va faire une micro-parenthèse dans le cours de ce débat, mais qui n'a pas interpellé que moi et d'autres amis. Comment se fait-il cet intérêt pour la Saint-Barthélemy et les guerres de religion, vu plutôt avec la caméra posée, une caméra un peu subjective posée du côté protestant, alors que vous-même n'êtes pas protestant? Merci, ça y est, j'ai été outé par... Oui. Alors oui, non, je dois le confesser. Non, parce qu'on a quand même cette habitude qu'en général, les sujets protestants sont traités par les protestants. Oui, malheureusement, je pense que c'est une leçon d'universalisme. Je suis d'accord que mon livre est écrit vraiment en empathie avec les protestants, en empathie avec les victimes protestantes, et je pense que c'est une leçon d'universalisme qui est celle-ci. Quand on n'est pas protestant, on peut se mettre à la place d'un protestant et sentir la souffrance et la peine de nos frères protestants, de nos frères musulmans. De cette époque-là, bien sûr, du XVIe siècle. Vous savez, moi, je vis en 1572, donc
Mais la raison de mon intérêt, elle est multiple. D'abord, c'est un intérêt scientifique. Moi, je suis historien, donc je suis motivé par une volonté de faire progresser la science. Faire progresser la science, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre, c'est de faire connaître notamment des milliers de victimes protestantes dont on n'avait jamais parlé. Parce que la Saint-Barthélemy, quand vous l'avez étudié au lycée, on parle de Coligny, de La Rochefoucauld et 3000 morts. Bon, je me suis dit, est-ce qu'on peut dire quelque chose sur ces 3000 morts ? En fait, on peut. Il faut juste travailler, mais on peut. Ces vies minuscules nous attendaient dans les archives. Donc j'ai un intérêt scientifique et je ne suis pas protestant, mais je suis issu d'une famille juive et je pense qu'ici, bien sûr, vous comprendrez tous les échos qui se jouent, qui sont un vieux compagnonnage entre le protestantisme et le judaïsme, compagnonnage qui existe dès le XVIe siècle, dès cet intérêt pour l'Ancien Testament, pour le peuple élu, et puis qui s'est bien sûr concrétisé pendant la Seconde Guerre mondiale avec des sauvetages très importants du côté de la communauté protestante en faveur des Juifs. Donc dans mon livre, j'ai essayé, si vous voulez, de faire sentir les échos de ces enfants protestants dénoncés par leurs voisins, parce que ça s'est passé comme ça, des voisins qui ont dénoncé leurs enfants qui sont partis à la Seine en 1572, et là vous sentirez l'écho évidemment avec les délations de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi les échos avec les justes, car il faut le dire, il y a eu des justes en 1572, comme pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des catholiques qui ont sauvé des protestants, qui sont allés devant notaire, qui ont menti devant notaire, qui ont fait des faux papiers en faveur de leurs voisins protestants en disant « Oui, je l'ai vu à la messe ce jour-là, c'est un bon catholique. » Alors, moi, je sais qu'il n'est pas du tout allé à la messe ce jour-là, qu'il s'agit là d'un faux papier, donc de quelqu'un qui a eu le courage en plein massacre de faire un faux. Et faire un faux devant notaire au XVIe siècle, ça n'a pas de soi, c'est très grave. Le notaire est un représentant du roi. Donc vous voyez ici les échos qui ont pu me pousser, moi le mécréant, à aller de ce côté-là. Claudine Monteil, je me tourne vers vous. Votre dernier ouvrage publié est Marie Curie et ses filles, paru chez Kalman Levy. Alors, vous êtes, on ne sait par quoi commencer en fait, parce qu'il y a deux volets tellement importants à part égale dans votre vie. Vous êtes une personnalité du féminisme français. Vous avez travaillé 16 ans avec Simone de Beauvoir. Vous êtes rentré dans la diplomatie en 1979, à une époque où vous me disiez le Quai d'Orsay ne lisait même pas les CV des femmes. Vous avez une belle carrière de diplomate, notamment auprès d'institutions spécialisées des Nations Unies, notamment l'UNESCO. Et vous êtes une grande spécialiste de la guerre froide. Et par ailleurs, vous avez consacré la quasi-totalité de votre œuvre d'autrice à des femmes importantes, Simone de Beauvoir évidemment, Marie Curie et ses filles, dernièrement, et entre les deux, Oona Chaplin, par exemple, l'épouse de Charlie Chaplin, de grandes personnalités féminines et féministes. Effectivement, vous étiez une spécialiste de la guerre froide. Est-ce que, cela dit, pendant votre carrière de diplomate, et jusqu'à il y a peu, et jusqu'il y a quelques mois, vous croyiez possible que ça pouvait revenir, et pourquoi ? Oui, d'abord, bonsoir. Je voudrais rendre hommage à Anne Faure, qui est l'une des organisatrices, et je vous propose d'abord qu'on l'applaudisse très fort. Je voudrais également rendre hommage à un éditeur qui publie des livres qui mettent en valeur des femmes remarquables qui ont été oubliées dans l'histoire, Éric Perrard, des éditions Ampelos. Il fait un travail remarquable. Enfin, je vous remercie tous et toutes, et merci de me donner la parole. Je voudrais dire déjà simplement un mot, parce que ça va vous expliquer ce que je vais dire. C'est d'abord combien j'ai été touchée par votre livre, que j'ai trouvé remarquable, tous ceux qui tombent. Et je vais vous dire pourquoi je l'ai trouvé remarquable.
Il y a mille raisons pour lesquelles cet ouvrage m'a touchée et je l'ai trouvé remarquable, mais c'est d'abord parce que vous rendez vivant un sujet historique difficile, avec des détails, avec des analyses, mais on a l'impression d'être dans l'époque dans laquelle vous vous sentez parfois, cher monsieur. Donc je voulais vous le dire parce que je vais essayer de vous rendre vivante mon expérience, ma petite expérience sur la guerre froide. Je vous le dis franchement, je vous avais préparé quelque chose sur les femmes et la paix, comment la paix, depuis 1945, a permis aux femmes d'accéder enfin à des nouveaux postes. Grâce à qui? Grâce à ces femmes. Mais évidemment, la question ukrainienne fait que je vais d'abord peut-être vous parler de l'Ukraine et de la Russie. J'ai la chance d'être d'être issue d'une famille intellectuelle où à la maison, dans mon enfance, il y avait des hommes et des femmes de toute nationalité, de toute religion. Simplement, ils étaient bons dans leur domaine scientifique. Donc c'était un peu les Nations Unies chez moi. Et je voulais devenir diplomate. Je voulais devenir diplomate et pour cela, c'était l'anglais et le russe. C'était véritablement de connaître, de passer de l'autre côté du rideau de fer, à une époque où ce n'était pas possible. Je suis partie dans des séjours linguistiques en URSS à l'âge de 14 ans en 1964. Et tous les ans, je me suis rendue en URSS et j'ai donc passé 2 séjours à Kiev, universitaire, quand j'avais 15 et 16 ans, à une époque, et nous arrivons à l'Ukraine, à une époque où naturellement, j'apprenais le russe et non pas l'ukrainien à l'université, et où tout était gommé sur l'histoire de l'Ukraine. Les années ont passé, vous savez ce qui s'est passé, les années ont passé, j'ai pu voir la Russie qui s'effondrait progressivement. La chute du mur de Berlin, juste avant la chute du mur de Berlin, j'ai été engagée au Quai d'Orsay en 1979 sur les questions soviétiques et sur les questions d'Europe de l'Est, sur des sujets sensibles, en particulier transfert de technologie. Ma première vision a été la suivante. D'abord, nous étions très peu de femmes. Ça va? Tout va bien. D'accord. Nous étions très peu de femmes et on nous appelait monsieur. C'est simple, dans les réunions, chez le secrétaire général du Quai d'Orsay, messieurs, nous pouvons commencer. Bon, eh ben... Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'ennuierait d'être appelé madame. Peut-être que je suis un vieux réactionnaire. Mais non, tout va bien. Mais en attendant, être appelé messieurs, qu'on refuse de vous serrer la main en 79, c'est quand même pas très agréable quand vous êtes une jeune femme diplomate qui essayait de montrer qu'on peut exister. Mais voilà ce qui s'est passé. En réalité, nous étions que 2 femmes au milieu de toute une rangée d'hommes. Eh bien, nous étions plus fermes dans les négociations que les hommes. Nous ne laissions rien passer. Nous étions... Vous le croyez? Ah oui. Vous voyez. Monsieur me croit, alors tout va bien. Et donc, c'est simplement pour vous dire que dès à présent, dès les années 79-80, je sentais, et je ne vous dis pas que je pouvais prévoir du tout ce qui se passait aujourd'hui, hein, je ne suis pas en train de prétendre cela une seconde, mais dans le mot guerre froide, il y a le mot guerre. Et je peux vous dire que les menaces dont je faisais l'objet, et je n'étais pas la seule à recevoir des menaces, mais les menaces que nous recevions des pays satellites de l'URSS n'étaient pas des menaces agréables à recevoir. Nous ne pouvions pas les évoquer, sauf qu'avec nos supérieurs hiérarchiques, qui comprenaient très bien la situation. Mais c'est pour dire que nous n'allions pas raconter cela à nos familles. Donc, que véritablement, il y avait une crispation extrêmement vive et qu'il y avait un État pour lequel c'était la guerre froide, c'était vraiment l'Union soviétique, car c'était encore l'URSS. Deuxième point que je voudrais rappeler. Dès que j'arrivais en URSS, je sentais combien la paranoïa ambiante, dont on parle aujourd'hui sur Poutine, cette paranoïa n'a jamais disparu vraiment. C'est-à-dire que dans les années 65, 70 et 80, c'était déjà une paranoïa, ils se sentaient assiégés. Vous arriviez en URSS, il n'y avait plus un seul journal, plus un seul quotidien occidental, sauf l'Humanité, qui arrivait tous les 4-5 jours, donc on n'était pas vraiment au courant des dernières nouvelles. Mais c'est donc cette ambiance de paranoïa. Ce qui m'a plus inquiétée, c'est à la chute du mur de Berlin, je me suis occupée de dossiers sensibles militaires que je ne peux pas évoquer plus en détail ici, pour le Quai d'Orsay, et je suis donc allée en URSS avec
mon ambassadeur et mon directeur, et que je me suis retrouvée dans cette situation face à un des directeurs les plus puissants de la Russie. Et il m'a regardé et il m'a dit « Oui, vous dites que vous aimez bien la Russie, on est poli, hein, on dit qu'on aime bien le pays, puis d'ailleurs on apprend la langue, je veux dire, je n'ai rien contre le peuple russe, vous le comprenez, c'est un peuple, ce sont des hommes et des femmes et des enfants et des personnes âgées, bon. » Mais à ce moment-là, il m'a dit « Oui, de toute façon, vous, dans les négociations, vous me faites un sourire, mais je sais très bien qu'au fond, maintenant, vous nous considérez comme un pays du tiers-monde. Et que nous ne sommes plus qu'un pays du tiers-monde maintenant pour vous. C'est-à-dire que quand vous évoquez, dans votre écriture, monsieur le professeur, quand vous évoquez la question de l'humiliation, ce que j'ai ressenti de la part des Russes, c'était cette notion d'humiliation que Poutine ressort régulièrement et qui malheureusement est extrêmement importante pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Ce n'est pas pour le justifier, attention. Mais vous savez que Poutine estime que l'empire, qu'il faut qu'il reconstruise l'empire russe. Alors ça, c'est le premier le point. Le dernier point que je voudrais quand même évoquer devant vous quelques instants, parce qu'on le sous-estime un peu, nous autres nations occidentales, mais comme vous l'avez très bien dit, M. Magarian, je le ressens à l'UNESCO encore aujourd'hui, où je suis encore conseillère pour la France. Eh bien, je vais vous dire, depuis 1945, de grands progrès ont été accomplis pour les droits des femmes. Et ces progrès ont été notamment accomplis à travers le secteur, à travers le système des Nations Unies, des institutions des Nations Unies, des programmes d'aide au développement pour les femmes. Eh bien, nous nous retrouvons dans la situation suivante. C'est que Poutine, hier, dans son discours, a attaqué les notions de parentalité, la manière dont l'Occident voyait les familles, les non-familles, etc. Nous prenons cela un peu comme si ça n'était pas important, mais je suis désolée, regardez ce qui se passe en Afghanistan, regardez ce qui se passe en Iran. Ce n'est pas pour dire que la Russie, c'est l'Iran et l'Afghanistan, loin de moi une telle idée, mais c'est pour vous dire, n'oublions pas les aspects sociaux de discrimination sur la notion sur les femmes. Elle est présente. Moi, j'ai connu la Russie dans les négociations qui défendait toujours aux Nations Unies les programmes pour les droits des femmes, pour les femmes agricultrices, etc. C'est terminé. Je veux dire par là que c'est en train d'évoluer. La Russie a rejoint l'Iran et d'autres États conservateurs vis-à-vis des droits des femmes sur le plan multilatéral, c'est-à-dire que nous nous retrouvons quand même, la Russie a un énorme impact. Et quand vous citez l'Afrique, M. Magarian, je partage entièrement votre analyse parce que je le vis encore en ce moment à l'UNESCO. Alors c'est pour dire la question des droits des femmes qui a fait des progrès, où la France a adopté une politique de diplomatie féministe. Cela peut paraître un terme un peu pompeux, mais en fait, je vais vous dire, comme je vous l'ai rappelé tout à l'heure, j'ai commencé quand on ne me serrait pas la main et qu'on m'appelait monsieur dans les négociations. J'ai fait mes preuves, après on m'appelait madame. Mais ça a pris quand même du temps. Ce que je veux dire par là, c'est que la diplomatie féministe qui est assumée par la France, par la Suède et par le Canada, en particulier, sont les vrais 3 pays qui travaillent là-dessus, eh bien cette diplomatie féministe, elle a permis qu'il y ait près de 40% de femmes aujourd'hui qui soient diplomates, alors que je voudrais vous rappeler que quand je suis entrée en 79, on ne prenait pas les CV des femmes pour être attachées ou conseillers culturels. Ambassadrice, c'était même pas la peine d'y penser. Il n'y avait que Elisabeth de Méribel, qui avait été conseillère du général de Gaulle pendant la France libre, qui a obtenu un poste sur insistance des gaullistes. Mais donc c'est pour vous dire quand même que quand je vois cette diplomatie féministe qui fait que l'on évoque ces questions, qu'on négocie, et qu'on n'oublie pas que 80% des femmes de par le monde qui ont un emploi, c'est souvent agricultrices, donc très pauvres, que 69% des personnes qui travaillent dans le secteur de la santé sont des femmes et qu'avec la pandémie, elles ont été touchées. Tout cela pour dire que nous sommes dans une situation où la notion d'humiliation est très forte, et ce n'est pas pour défendre Poutine, au contraire, mais qu'en même temps, il n'avait pas prévu que les Ukrainiens se débattraient autant. Pourquoi ?
Parce que les Ukrainiens, comme vous l'avez dit, monsieur, sur les protestants et les catholiques, les Ukrainiens, ils ressemblent énormément aux Russes, physiquement. Il y a des ressemblances extraordinaires. Et d'autre part, ils sont mariés entre eux. Ils ont des liaisons. Moi, les Russes que je connais et les Ukrainiens que je connais, dès qu'ils me parlent, ils fondent en larmes parce qu'ils me disent « j'ai ma belle-mère qui est de l'autre pays ». Donc c'est aussi un petit peu une guerre civile qui a lieu. Et je crois que nous ne devons pas sous-estimer le problème d'un éventuel isolement par rapport à cela, et je partage entièrement votre analyse, Monsieur Makarian, sur ce que vous avez dit, je l'ai vécu. Je vous remercie. Claudine Monteil. Je crois qu'on peut vous applaudir. Pas seulement parce que vous êtes d'accord avec moi. Il y a quelque chose d'assez particulier et des journalistes, des chercheurs le relèvent, c'est que chaque préparation de guerre, et notamment par la Russie des dernières années, a été accompagnée d'une régression dans le droit des femmes. Il y a une statistique absolument ahurissante qui est qu'il y a 10 ans, 10% des effectifs de l'armée russe étaient des femmes, oui. Que c'est moins de 2% aujourd'hui parmi les professionnels de l'armée russe. Est-ce qu'il y aurait... alors, vous savez, j'écris un petit peu sur la chanson, et il y a une chanson de Renaud qui m'a toujours fasciné, qui est Madame Thatcher, et dans laquelle il parle longuement, non pas de Madame Thatcher, mais des hommes, en disant les hooligans, ce ne sera jamais des femmes, les chasseurs qui massacrent des perdreaux pour le plaisir, ce ne sera jamais des femmes, ceux qui envahissent le pays du voisin, ce ne sera jamais des femmes, à part bien sûr Madame Thatcher, mais... est-ce qu'il y aurait une espèce d'essence masculiniste de ce sentiment qui fait se précipiter sur le voisin ? Alors, je ne voulais pas évoquer ce point parce que je me suis dit que vous alliez dire que comme j'étais une affreuse féministe, je commençais par la question de la virilité et du coût de la virilité. C'est moi l'affreuse féministe. Non, c'est vous, alors c'est parfait, ce n'est pas moi. Simplement pour vous dire que malheureusement, quand on regarde les études sociologiques, 89% des prisonniers en France sont des hommes, 11% des femmes. Et que lorsque vous regardez très simplement la photo de Poutine avec le président chinois, avec le Premier ministre indien, vous avez et Erdogan, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez ce qu'on appelle en anglais a boys club, c'est-à-dire un club masculin, et il n'y a plus une femme. Hier, lors de la présentation de Poutine, j'ai regardé la salle. Et la salle, je n'ai jamais vu une salle où il y avait aussi peu de femmes en Russie. Alors vous me direz que c'était peut-être des militaires, mais ils étaient tous habillés en civil. Donc c'était difficile de savoir lesquels étaient militaires, lesquels étaient de l'administration russe. Mais c'est pour dire quand même que nous avons un retour vers le masculinisme en Russie. Et vous avez tout à fait raison, Bertrand, je partage entièrement ce que vous venez de dire. Et je trouve cela d'autant plus dommage parce que très franchement, la Russie a soutenu pas mal de programmes pour les droits des femmes en Afrique, en Asie, pour les pays en développement, précisément pendant des années au nom de l'égalité hommes-femmes, même si ce n'était pas une égalité réelle en Russie, mais néanmoins au nom de cette égalité. Et vous n'imaginez pas la bombe que cela représente, que maintenant la Russie ne soit plus... La Russie refuse maintenant de parler de l'égalité homme-femme. Je ne sais pas si vous mesurez ce que c'est comme situation explosive depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour moi, c'est quelque chose que je ne pensais pas vivre. La guerre froide, elle a toujours eu lieu. Mais vivre cela, que la Russie renonce à cette notion, c'est quelque chose qui est très grave pour des femmes du monde entier et surtout pour des femmes défavorisés, qui connaissent la pauvreté et qui, après la pauvreté, vont connaître la misère. Merci. Christian Makarian, on a parlé là beaucoup de temps long,
en parlant de l'Ukraine. On est allé parfois loin dans l'anthropologie. Mais cela dit, il y a quelque chose de très particulier à cette guerre qui invite à peut-être à repenser même, non seulement de penser que la guerre est possible, mais que la guerre, elle aussi, change. Il faut bien réaliser qu'un des effets, oui, c'est sur notre baguette de pain et sur le prix du gaz, mais c'est aussi que c'est une guerre qui, circonscrite entre deux pays européens, menace de famine une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de très particulier à cette guerre qui fait que on n'est pas dans une guerre mondiale, mais peut-être une espèce de guerre mondialisée qui fait que immédiatement cette guerre en Europe, même si elle met en scène des pulsions extrêmement archaïques, arrive ici au XXIe siècle et donc concerne le monde entier immédiatement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est une guerre mondialisée qui utilise les canaux de la mondialisation. La communication, ça c'est pour Zelensky, qui est quand même, au départ, n'a aucun moyen et est susceptible d'être écrasé et relève la tête grâce à une guerre de la communication. C'est vraiment quelque chose de très très spécifique qui jusqu'à ce jour lui profite. C'est quand même le redressement du sentiment national patriotique ukrainien commence par ça. Et c'est très très bien vu de la part de Zelensky qui a joué finalement dans la vie le personnage qu'il avait joué à l'écran. Quand vous réfléchissez, c'est invraisemblable. Vous mettez ça dans un film, personne ne le croit. Les gens quittent la salle en disant « Oh, c'est des fictions ». Non, c'est la réalité. Non, je crois que pour répondre à votre question, cher Bertrand, c'est une guerre hybride sublimée dans son hybridation. Puisque nous avons une guerre militaire type 14-18 ou 39-45, tranchées, chars, obus, atrocités, 1939-1945, Katyn bis, les massacres de Katyn bis, encore aujourd'hui, comme je le rappelais. Nous avons donc, premier volet, une guerre militaire classique, deuxième volet, une guerre alimentaire, donc qui consiste à priver une partie du monde de ressources alimentaires ou de denrées alimentaires pour faire pression. Nous avons une guerre énergétique sur le gaz, le pétrole, les tarifs, les livraisons, etc. Et puis, depuis la semaine dernière, avec ce qui s'est passé en Baltique, dans la Baltique, nous avons une guerre climatique, puisque l'explosion, les 4 explosions des 2 tubes de Nord Stream 1 et de Nord Stream 2, du gazoduc qui va de la banlieue de Saint-Pétersbourg à l'Allemagne, ont produit des émissions de CO2 qui sont strictement égales aux émissions de CO2 d'une ville comme Helsinki pendant une année. C'est-à-dire que M. Poutine a démontré qu'il savait faire la guerre comme en 14-18, qu'il savait faire la guerre comme en 39-45, qu'il savait affamer une partie du monde ou le menacer, qu'il savait ruiner l'économie des énergies et les taux de croissance dans le monde et faire bondir l'inflation, mais qui sait aussi menacer l'avenir de la planète. Alors, quand on voit tout cela et la façon dont finalement nous sommes assez démunis face à tout cela, nous sommes obligés de réfléchir sur l'évolution même du terme ou de la définition de ce qu'on appelle une guerre. Une guerre aujourd'hui, ça n'est plus ce que nous, on a appris comme étant une guerre, c'est-à-dire des adversaires qui se combattent dans le cadre d'une armée, etc. Il y a des choses, des implications et des fragmentations très nombreuses qui se produisent. Alors, on parle beaucoup du nucléaire. Avant même qu'il en soit question, M. Poutine a encore d'autres possibilités. Il a encore d'autres flèches dans son carquois, des flèches dont la pointe est évidemment empoisonnée. Il y a le bactériologique. Il suffit de faire sauter une usine, et il y en a plein en Ukraine dans un état calamiteux, pour provoquer des nuages toxiques, et c'est même pas la peine de recourir au nucléaire. Vous pouvez faire des tas de choses. Et je pense qu'ils ont, les Russes, des plans de ce type-là. Beaucoup de militaires occidentaux le pensent, avant même de passer au stade nucléaire. Mais enfin, pour le stade nucléaire, reconnaissons que le fait que pour la première fois depuis 1945, hier, ou plutôt avant-hier, c'était oui,
un chef d'État ose parler d'Hiroshima et de Nagasaki comme d'un précédent qui en gros autorise à ce qu'on poursuive, c'est assez effroyable en soi. Donc je dis simplement que ça nous renvoie, nous, Occident, il y a un effet de miroir, hein, à notre vocation supposedly pacifique. Il faut peut-être que nous réfléchissions à tous nos moyens d'agir et que nous réfléchissions aussi à cette espèce de mercantilisme qui a fait que nous avons cru, dans le sillage de Montesquieu, qui est pour moi l'écrivain français le plus admirable qui soit, mais nous avons cru que le commerce adoucissait les mœurs entre les nations, hein, ce que les Allemands ont sublimé à travers leur fameux proverbe allemand, Wandel durch Handel, changer à travers le fait de commercer. Nous n'avons pas réussi cela, nous avons même échoué. Or, l'Europe est fondée fondamentalement sur un sujet économique, sur la prospérité. Et ce n'est pas par hasard que l'Europe a été très sévère en matière de sanctions économiques et financières, et finalement très faible en matière de riposte militaire. Et ça nous oblige à réfléchir sur le fait que notre civilisation est en décalage avec le reste du monde. Ça n'est pas dramatique, ça n'est pas apocalyptique, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment mesurer en termes de réaction. Je doute fort qu'il n'y ait pas des effets nombreux à travers les différentes élections dans les pays démocratiques d'Europe face à des phénomènes de ce type-là. Et regardez bien, tout ce qui est pulsion identitaire ou choc civilisationnel, tout ce qui a été manié par exemple pendant la présidentielle française, n'a absolument pas profité à un candidat comme Éric Zemmour. Ça n'est pas par hasard non plus. C'est qu'il a commis, de mon point de vue, 2 erreurs. La première, c'est qu'il a défini le choc des civilisations comme quelque chose qui oppose l'islam au christianisme. C'est faux. Le peuple orthodoxe de Russie est entré en guerre contre le peuple orthodoxe d'Ukraine. Il n'y a pas d'islam dans l'affaire. Donc ça, il faut quand même le réfléchir. Ça a un impact. Et la deuxième chose, c'est qu'il a oublié, M. Zemmour, notre vocation humaniste. Et là, je parle devant des protestants. C'est vraiment dans la charte même du protestantisme. M. Zemmour a fortement déplu et il s'est effondré dans les sondages dès l'instant où il a dit qu'il fallait rejeter les réfugiés et leurs enfants, les réfugiés ukrainiens, hors des frontières nationales. Vous vous souvenez de ça? À partir de là, regardez bien, toutes les études ont été faites, il s'effondre. Ça veut dire que nous tenons à ça. Ça veut dire que c'est notre fond constitutif. Ce sont nos valeurs. Alors, nous avons très bien affirmé nos valeurs, mais nous devons maintenant réfléchir sur l'appareil de défense de nos valeurs. Et c'est là que le mot guerre apparaît et qu'il faut peut-être lui donner un autre sens. Non pas une guerre au sens de destruction, non pas une guerre au sens de tuerie, mais une guerre au sens défensif et au sens moral. Ce que saint Thomas a appelé la guerre juste, par exemple. Et je suis frappé par le fait qu'on ne réfléchisse pas, à part Olivier Abel ici présent, à la notion de guerre juste. Voilà, je dois vous laisser et je vous prie d'accepter mes plus plates excuses, mais je voudrais mettre un petit bémol à ce qu'a dit excellemment Madame Monteil ici présente. Et ça rejoindra les travaux du professeur Foa, j'aurais pas aimé quand même me trouver dans les mains d'une femme qui s'appelait Catherine de Médicis. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais bon. À part peut-être Madame Thatcher. Merci Christian, merci. Et en plus, il a spoilé mon enchaînement. Merci Christian. Merci. Il a préparé l'enchaînement, merci. Oui, parce que on parle de penser la guerre. Christian faisait allusion à cette notion de guerre juste qui, au-delà qui après Saint Thomas a armé les bombardiers alliés sur Dresde, par exemple. Et quelques bombes connues sur le Japon. Est-ce que, en même temps que penser la guerre, faut pas aussi penser la paix? Faut pas aussi penser ce qu'on voudrait être l'état normal de nos sociétés et du monde?
ils marchent, les deux. Les deux marchent. Mais peut-être, alors justement, il y a un auteur, on vient d'en parler avec mon voisin, Michael Walzer, a écrit un magnifique livre, Guerre juste et injuste, dans lequel son postulat, c'est de dire, attendez, il faut quand même faire des différences. Imaginez que vous êtes dans une salle très obscure, vos yeux s'habituent et peu à peu vous voyez des différences d'éclairage, des différences. Au début, on voit tout noir. Et on dit, la paix c'est blanc, la guerre c'est noir. Non, il y a des paix qui sont très mauvaises et des paix meilleures. Et il y a des guerres qui sont très mauvaises. Donc, il faut discerner, il faut faire des différences. Et il y a un jugement moral. Et en fait, il ne cesse d'accompagner le jugement stratégique du jugement moral, qui fait sans cesse des petites différences. À tout point de vue, à tous les échelons, depuis les chefs jusqu'aux soldats, enfin, à tous les échelons. Ça, c'est un point de vue, je pense, qui est très important, de refaire et alors, moi, il me semble quand même qu'avant de revenir là, il faut quand même mesurer aussi un peu qu'est-ce qui fait qu'on bascule dans la guerre. C'est quoi les logiques de guerre? Et alors j'ai envie de dire, parce que je reprends excusez-moi, je reprends d'une autre transition, c'est quand il me parlait de l'appareil de défense de nos valeurs, comment penser à un appareil de défense de nos valeurs. Et je pense que nos démocraties ont trop délégué cet appareil de défense à des systèmes techniques d'une certaine manière. Sans voir que finalement, il faut aussi que de l'intérieur de ces appareils techniques, il y ait une volonté politique, mais je dirais en fait une volonté psychique, si je puis dire. Il y a aussi du psychique, il n'y a pas que du technique, il y a du psychique dans la guerre. Et d'ailleurs, tous les progrès techniques ont été accompagnés de progrès psychiques dans la capacité de mobiliser une population. La mobilisation en masse à la Révolution française, ce n'est pas technique, c'est une capacité. Et notre problème, il me semble, c'est que nous ne savons pas faire cette mobilisation psychique, nous, en dehors de la forme du nationalisme. Finalement, ça a pris cette forme-là. Et donc, je pense que l'Europe, elle est un peu mal, si je puis dire, parce qu'il va falloir faire une mobilisation psychique, une mobilisation humaine, pour défendre, même y compris la paix, si tu veux, pour penser la paix. Mais nous, les guerres produisent toujours des religions. C'est pas seulement que les religions produisent des guerres, les guerres produisent des religions, produisent du sacré, de l'union nationale, et donc, voilà, la forme que ça a pris depuis des siècles, et là, on est en train de retomber dans le nationalisme. Si tu veux. Et donc, comment est-ce qu'on va penser, une Europe capable de se défendre sans retomber dans le nationalisme? Je pense que c'est un des pièges dans lesquels nous sommes. Et j'ajouterais à ça une deuxième logique de guerre, si je peux dire, c'est que on pensait que l'ouverture, les échanges, c'est ce que tu disais, allait favoriser la paix, allait favoriser Ah non, mais c'est Christian qui disait ça. Aller favoriser la paix, etc. Je pense qu'aujourd'hui, notre monde est un monde qui cherche à rééquilibrer l'ouverture par la clôture. Et anthropologiquement, nous avons besoin, les humains, d'autant de clôture que d'ouverture. On a besoin de clôture, on a besoin de frontières, on a besoin de cette différence dont on parlait tout à l'heure. Et donc, pour moi, c'est pas un hasard si des sociétés hyper ouvertes sont en train de basculer dans des sociétés hyper fermées, si je peux dire. On a été pathologiquement ouverts, et on va devenir pathologiquement fermé, pour le dire comme ça très, très grossièrement. Alors donc, pour penser la paix, il faut tenir compte de toutes essayer de penser une dialectique plus fine de l'ouverture et de la clôture, penser une dialectique plus fine du technique et du psychique, si je puis dire, ou du technique et de l'éthique, de la morale. Il faut que ce soit une volonté qui se sente légitime, qui se sente autorisée à faire la guerre. Qu'est-ce qui autorise à penser la guerre? Et je pense que il faut sortir de l'idée que c'est la nation qui autorise la guerre. Je le dirais aussi théologiquement. Je pense que dans nos sociétés sécularisées, et en France très particulièrement, Dieu, qui était le souverain, s'est sécularisé, il est devenu la nation, le peuple. Et que nous avons sacralisé le peuple, nous avons sacralisé la nation. Il faut absolument que nous les désacralisions. C'est quelque chose qui a fait beaucoup de mal. Il y a quand même les plus grandes boucheries du XXe siècle, elles ont été faites au nom du nationalisme. Et c'est pas fini, et ça continue. Et donc il faut absolument qu'on sorte de cette ornière-là qui me semble terrifiante. J'ai pas du tout répondu à ta question. Oui, mais c'était une excellente réponse néanmoins. La meilleure réponse, c'est celle qu'il faut oublier à la question. Jérémy Foix... Jérémy, à l'instant, Olivier parle de sociétés pathologiquement ouvertes qui deviennent des sociétés pathologiquement fermées.
Est-ce que tout ça de pathologie ne nous renvoie pas justement à un terrain que vous connaissez bien ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas dans l'horreur de la Saint-Barthélemy le fait précisément qu'il y ait un regret chez les extrémistes catholiques que justement on ait trop laissé prospérer cette hérésie dans le pays, qu'on ait été trop tolérant, qu'on ait été trop ouvert? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de forme de mauvaise conscience, de remords catholique dans la Saint-Barthélemy? Alors les catholiques fanatiques qui massacrent leurs voisins trouvent effectivement qu'on a été beaucoup trop, alors le mot n'existe pas au XVIe siècle, tolérant, mais en tout cas qu'on a été beaucoup trop ouvert. Mais pas comme une mauvaise conscience, parce qu'ils ont toujours été contre cette ouverture. Les catholiques fanatiques, depuis le début, sont contre la légalisation du protestantisme. Qui légalise le protestantisme en France? Et ça va me permettre de défendre quelqu'un qui a été injustement attaqué il y a 10 minutes. Qui légalise le protestantisme en France? Catherine de Médicis. Qui est la grande femme de paix du XVIe siècle? Catherine de Médicis. Catherine de Médicis, toute sa carrière, elle est au pouvoir à partir de la mort de son mari en 1559 et quasiment jusqu'à sa mort en 1589, même si elle a des fils qui sont rois, au moins Charles IX et Henri III. Qu'a fait Catherine de Médicis tout au long de sa carrière? Même après la Saint-Barthélemy. La paix. Catherine de Médicis est une femme de paix. Alors pourquoi, et ça rejoindra sans doute ce que vous disiez tout à l'heure de la perception des femmes, pourquoi est-ce que Catherine de Médicis a une telle image, une telle légende noire dans l'historiographie, et pourquoi cette légende noire se perpétue malgré les travaux des historiens? Parce que c'est une femme. Et une étrangère, voilà. Catherine de Médicis, c'est une Italienne. Quand on lit les lettres de Catherine de Médicis, on voit qu'elle a un français très balbutiant. Voilà la raison de cette légende noire. Mais Catherine de Médicis, toute sa vie, a œuvré à l'apaisement protestant catholique. La première à accorder la liberté de conscience aux protestants et aux catholiques. Alors, si on repense aux guerres de religion, quelle a été, et la leçon est assez inquiétante, quelle est la sortie des guerres de religion? C'est l'absolutisme, c'est-à-dire c'est la dictature. Là, comment on est sorti des guerres de religion, comment on a fait, c'est Louis XIII et Louis XIV, c'est-à-dire des rois qui considèrent qu'on a été trop ouverts, qu'on a laissé les Français trop s'exprimer, et que cette libre expression du moi dans la place publique, sur la place publique, ces expressions contradictoires de moi catholique, de moi protestant, de moi évangélique, de moi ligueur, du moi montagnien. Cette libre expression du moi dans l'espace public a été dramatique pour la sécurité des Français. Et les rois qui, à partir du début du XVIIe siècle, promettent la paix aux Français, c'est en échange de leur mutisme. C'est en échange du fait de se taisez-vous et vous serez en sécurité. Donc j'espère que c'est pas une leçon pour notre avenir, mais on le sait, les guerres produisent des tyrans et les guerres produisent des appels aux dictateurs. Alors on parlait évidemment, les guerres produisent des appels au nationalisme, mais au XVIIe siècle, elles produisaient des appels à l'absolutisme, c'est-à-dire à la disparition de nos libertés. Claudine Monteil, est-ce qu'il faut considérer que la Seconde Guerre mondiale, dont vous disiez qu'elle a été décisive pour les droits des femmes et pour la démocratie dans un certain nombre de pays, est-ce qu'il faut considérer que c'est une exception à cette règle que vient d'énoncer Jérémy Foa? Alors, je ne dirais pas une exception, mais j'aimerais... D'abord, je partage tout à fait tout ce que vous venez de dire, monsieur le professeur et vous-même, Jérémy Foa. Mais je souhaiterais partager une fois encore une expérience. Parce que l'expérience, c'est la vie. Et donc, mais c'est la vie et c'est lié à ce que vous venez l'un et l'autre de dire. Je partage entièrement votre analyse. Voilà la situation. Ça fait 50 ans que je suis engagée pour les droits des femmes. J'ai commencé auprès de Simone de Beauvoir à l'âge de 20 ans, en 70. Donc ça fait plus de 50 ans. Je reçois de nombreux jeunes, des jeunes garçons, des jeunes hommes et des jeunes femmes, et des jeunes filles, qui souhaitent me rencontrer pour que je témoigne de ce que nous avons fait pour changer les droits des femmes en France et les faire évoluer dans un sens plus ouvert, plus respectueux, plus égalitaire. Et je suis heureuse de constater
qu'il y a presque autant de jeunes hommes qui souhaitent me rencontrer, discuter avec moi, et je tiens toujours à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, de jeunes filles et de jeunes garçons, pour discuter, parce que la jeunesse, elle est composée de garçons et de filles, et que nous vivons dans un monde d'hommes et de femmes. C'est donc un moment historique que je vis personnellement, et qui, même s'il y a énormément de problèmes et que je ne les sous-estime pas, je suis en train simplement de les mettre un tout petit peu de côté pour ce que je vais vous dire ensuite, c'est donc quand même encourageant. C'est encourageant et je fais confiance en la jeunesse comme Simone de Beauvoir a fait confiance en notre jeunesse il y a 50 ans et en ma jeunesse, je n'avais que 20 ans, elle en avait plus que 60. Nous avions 2 générations de différence. Donc c'est pour vous dire, je fais confiance en la jeunesse. Cependant, je n'oublie pas ce que Simone de Beauvoir m'a dit quand nous avons enfin réussi à faire évoluer la question des droits sur l'avortement. Simone Veil n'était pas encore au gouvernement, mais ça y est, nous avions mené un certain nombre d'opérations et l'opinion publique française commençait à se rendre compte que nous essayions d'aider les femmes défavorisées, que nous essayions d'arrêter ces injustices, cette boucherie d'avortement clandestin. Donc je suis arrivée un jour chez elle, tout enthousiaste, pleine d'enthousiasme. J'avais 24 ans, ça faisait 4 ans qu'on se voyait chaque semaine, donc vous voyez, on avait vraiment une relation très proche, très plutôt grand-mère, grande-tante, petite fille, enfin nous avons quand même 42 ans de différence. Et je lui dis, Simone, ça y est, l'opinion publique est de notre côté. Simone, nous avons gagné. Et là, Simone de Beauvoir se pétrifie. Et elle fait très reine d'Angleterre, we are not amused. Très reine d'Angleterre, vous savez, il n'était pas question de sourire. Et elle me dit, mais non, Claudine, nous avons peut-être gagné de manière temporaire, mais il suffira d'une crise économique, politique ou religieuse pour que nos droits soient remis en question. Et elle me regarde et elle me dit, comme une grand-mère le dirait à sa petite fille, Claudine, votre vie durant, vous devrez demeurer vigilante. Eh bien, je suis inquiète, je ne vous cache pas ce soir, sur ce qui va se produire pour les droits des femmes si les Nations Unies connaissent un virement, parce que les Nations Unies, depuis 1945, ont été un vecteur que vous n'imaginez pas, de programmes de développement pour les droits, pour l'égalité, pour les droits, pour les femmes, pour les petites filles, pour les garçons également. Mais c'est pour vous dire, je n'oublie pas cette phrase de Simone de Beauvoir, et dans le contexte ukrainien, russe, qui a l'air comme ça, très loin de cela, mais non. Ce contexte-là aussi des droits des femmes, à partir du moment où la Russie remet en question l'égalité aux Nations Unies, il y a un basculement qui peut s'amplifier et auquel nous devons être attentifs. Il y a on a l'impression, en vous écoutant, que c'est pas seulement un soupçon, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'équivalence entre la paix contemporaine et les droits des femmes. Oui, Bertrand, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai malheureusement pas pu vous raconter ce que des femmes avaient fait pour nos droits sur le plan multilatéral, sur le plan international et national, des femmes dont vous n'entendez pas parler. Je n'ai pas le temps de vous les raconter, mais c'est pour vous dire, j'avais des exemples inspirants, que j'espérais inspirants pour vous, encourageants, mais il y a maintenant cette épée de Damoclès qui est réelle, Bertrand. C'est un autre livre à écrire, donc. Olivier, du point de vue du théologien, du penseur, pas seulement protestant, chrétien, est-ce que c'est une différence, une particularité dans laquelle dont on a conscience, ou c'est une prise de conscience très très actuelle, très présente, qu'il y a un lien entre la paix et l'ouverture faite aux femmes, pour ne pas employer le terme de droit des femmes? Oui, certainement. Je pense qu'il y a encore même un décalage. C'est-à-dire on mettra du temps à réaliser tout ce que ça implique. Et que ça implique, je dirais, qu'il est exemplaire aussi de plein d'autres choses. Parce que c'est un paradigme entier qui est en train de s'effondrer. Et donc qui va impliquer aussi d'autres... ça touche de proche en proche énormément de choses. C'est un modèle théologico-politique qui est en train de s'écrouler. Et donc il faut, d'ailleurs à mon avis, essayer d'aller retrouver, rouvrir
dans nos traditions, y compris dans nos vieux textes bibliques, par exemple, mais pas seulement, retrouvés dans la tragédie grecque, d'autres lectures, et je dirais d'autres théologico-politiques qui sont là et qui étaient incoatifs, qui n'étaient pas perçus et qui ne demandent qu'à surgir, qu'à être réinterprétés. On a besoin de ce dialogue, en quelque sorte, entre des paradigmes qui rentrent maintenant dans une conversation. Il n'y a plus un monopole, si je peux dire, d'un paradigme théologico-politique qui était hyper dominant. Et voilà. Et alors, je peux faire une transition vers un tout petit peu autre chose, mais qui est en lien. Simone Weil, la philosophe, dans son magnifique texte qui s'intitule l'Iliade ou le poème de la force, disait, il y a une loi humaine, des affaires humaines, c'est que on est barbare avec les faibles. On est toujours barbare. Donc c'est quand même une loi de la force. Il y a la force. En fait, l'histoire est menée par la force. Et donc, elle ne dit pas qu'il ne faut pas. Elle dit on est barbare avec les faibles. C'est tout. Et donc, la seule possibilité, ce serait que personne ne soit trop faible. Et je pense que tout le travail, d'une certaine manière, de l'ONU, c'est de faire en sorte que personne, d'armer les faibles, de les armer par le droit, de les armer, etc. Mais il faut il n'y a pas de droit s'il n'y a pas des appareils. Il faut que, comme disait Ricoeur peu après la guerre, il faut que le magistrat soit, et pour que le magistrat soit, il faut qu'il soit armé. C'est quelque part, c'est pas juste une parole comme ça, démunie. Bon. Donc il faut cette armée, le faible. Mais j'ai envie de dire, de l'autre côté, et c'est pas du tout une solution qui s'est développée à un moment de la guerre de religion, mais moi je vois ce qu'a fait Olivier de Serres, qui est un auteur que j'aime énormément. Olivier de Serres, c'est quelqu'un qui, en pleine guerre de religion, a osé descendre de sa forteresse, de son village. Il y avait en face, c'était des catholiques. Il est revenu planter dans la plaine devant les autres. Et du coup, tout le monde est descendu pour replanter. Et donc, je dirais ce geste de déprotection, on se déprotège. Parce que je suis obsédé par une phrase de Hobbes, commentée par François Tricot, le philosophe. Hobbes disait, c'est un principe de son théologico-politique, on peut dire, c'est que le plus faible peut toujours faire un peu de mal au plus fort, et que donc c'est ça qui oblige le plus fort à passer un traité avec le plus faible. Et François Tricot m'avait dit un jour, je ne suis pas sûr. Il y a des moments, vraiment, et des situations où le plus faible ne peut rien contre le plus fort. Alors à ce moment-là, soit le plus faible, il passe de l'autre côté du besoin de sécurité de la vie, du mutisme dans la sécurité, parce que de toute façon, il n'y a pas de sécurité, et donc il devient suicidaire. Il est prêt au martyre, il est prêt à tout. Bon. Donc ça, c'est une première issue. L'autre issue, c'est que le plus fort accepte de se déprotéger, accepte de se rendre un peu vulnérable. Et je pense que ça, c'est pour moi, la paix n'est possible que si les forts, tous les forts, mais en fait on est tous forts, un peu tout le monde, accepte de se déprotéger un petit peu. Et je pense que ce geste de se déprotéger c'est le grand geste de la paix pour moi. Et vous le croyez possible en l'occurrence ? Si je dis ça face à des généraux, alors il y a une réaction. Non, il faut dire les deux choses, excusez-moi, c'est Ricoeur, il faut dire les deux choses en même temps. C'est-à-dire, il faut que le magistrat soit armé, mais ça ne suffira pas. Il faut déprotéger et armer en même temps. Voilà, il faut penser les deux logiques en même temps. Les deux logiques doivent être pensées dans une combinaison parce que juste la force, la logique de la force, quelque part, elle devient folle. Enfin, on l'a dit tout à l'heure, et elle va s'enrober d'un psychisme de la force, qui est la religion de la force. Que la force soit avec toi, Star Wars, la force soit avec toi. Mais c'est notre religion, il faut le voir. Eh bien, il me reste à vous remercier tous les trois, puisque il est l'heure. Merci